Good morning, good afternoon, everyone. My name is Wendy Catherine. I'm the Executive Director of Health Nexus Santé in Canada, and I'd like to welcome you all to our session today on innovation in digital innovation in population health. We have an exciting group of panelists with you, and we'll be sharing information from on-market and off-market apps, as well as the opportunities for equity, discussions around policy, privacy, and some of the adoption issues around population health solutions in the digital space. This is a topic very near and dear to my heart, and I'm looking forward to forwarding the action on this issue, having heard from all of our panelists on the digital transformation that's underway and opportunities for dialogue around incorporating population health solutions at all levels. Incorporer les solutions de santé partout au système, en incluant la conception de nos populations vulnérables à travers le monde. Quelles sont ces opportunités du virage numérique pour les populations et les populations autochtones? Alors, j'aimerais présenter Kenneth Hatchard, notre premier conférencier, qui va parler des solutions numériques. Et nous allons parler des applications numériques aussi. Bonjour, je suis Jen Hatchard-Roberts et je suis co-directrice d'un centre de collaboration avec le Dr. Peter Drucker de l'OMS sur la technologie virage numérique pour l'équité numérique mondiale. Alors voilà de quoi je vais parler aujourd'hui. Et puis je suis également professeur à l'école d'épidémiologie et d'école de santé publique à l'Université d'Ottawa. Auparavant, j'ai été directrice de CSI pendant plusieurs années. J'ai travaillé au sein de plusieurs organisations internationales et NGO. Très bien, nous voulons parler aujourd'hui de l'équité mondiale numérique, répondre aux brèches, faire la promotion du mieux-être. Alors, on a parlé déjà de la promotion du mieux-être et non pas seulement de la santé, le mieux-être. Et nous avons entendu parler pas mal d'équité, comment nous pouvons nous assurer qu'il y ait plus d'équité. Bien. Alors, nous parlons de ce qui est juste, nous parlons de ce qui est égalitaire. Si c'est juste, tout le monde aura la même quantité. Est-ce que c'est cela dont on parle? Le chameau n'est pas très content. Alors, nous avons une différence entre ce qui est juste et ce qui est égal. La santé, l'inégalité en santé se réfère à des différences morales, ce qui est nécessaire, ce qui est évitable, mais également ce qui est considéré injuste et inéquitable. Alors, c'est une citation de Whitehead de 91, un penseur dans ce domaine. Alors, quelles sont les différences de résultats de santé? Ce qui est évitable, inévitable, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Alors, ça, c'est ce qui devient inéquitable. Chaque communauté aura une définition différente de ce qui est acceptable, inacceptable. Voilà pourquoi l'équité peut avoir plusieurs types de compréhension. Alors, l'égalité, ça veut dire que tout le monde aura la même opportunité. L'équité, ça veut dire qu'en se basant sur votre vulnérabilité, sur vos manques, vous allez avoir une meilleure opportunité. Cette meilleure opportunité sera donc juste. Bien entendu, il y a eu d'autres dessins possibles où il n'y a pas de clôture ici, pas de barrière. Ça permet de comprendre la différence. Traditionnellement, quand nous voyons les données probantes, on voit comment quelque chose répond par rapport à un besoin. Si nous parlons d'une application numérique, est-ce que tout le monde a utilisé l'appli? Est-ce que la majorité des gens pensent que l'appli fonctionne? Voilà. Mais ce à quoi il faut penser également, c'est pour ces populations qui ont répondu. Sont-elles rurales? Sont-elles des femmes? Sont-elles alphabétisées? Sont-elles vulnérables? Voilà ce que nous faisons dans notre centre collaboratif avec nos partenaires. C'est voir qu'est-ce qui se passe quand nous parlons de tout cela et nous voulons recueillir des données probantes et par rapport à l'équité. Grâce à la collaboration Cochrane, maintenant il y a des données de nouveau, plusieurs interventions et ça nous amène à l'effet escalier de ces défis par rapport à l'efficacité. Si nous parlons d'un environnement de recherche, une situation idéale, on pourrait avoir
une application numérique, une appli, qui aura une efficacité de 86%. Mais les défis, continuer l'efficacité au niveau communautaire. Et c'est ça qui nous intéresse. Ça pourrait être l'accès, précision du diagnostic, la conformité, l'adhérence des consommateurs, et on pourrait passer de 86% d'efficacité à 12% d'efficacité au niveau communautaire. Voilà pourquoi nous voyons souvent dans une situation idéale quelque chose qui fonctionne. Quand on le déploie, ça fonctionne moins bien ou ça ne fonctionne pas parce qu'on ne prend pas en compte toutes ces différences le long de l'escalier. Le contexte est important. Une application numérique qui me connecte avec un professionnel de la santé, c'est bien. Mais si je n'ai pas la largeur de bande, si mon mari utilise le téléphone tout le temps, alors, est-ce que nous avons tous un téléphone avec une appli? Certains ont un téléphone, d'autres non, dans les communautés. Alors, il faut penser à la communauté, où elle se situe. Est-ce qu'ils sont prêts à ce genre d'intervention? Est-ce qu'on vient d'arriver dans la communauté? On a parlé à quelques chefs et on a dit, ça a l'air très bien. Est-ce que la communauté se définit comme communauté ou nous l'avons définie comme groupe ou communauté? Y a-t-il un taux d'acceptation pour répondre à un problème pour l'adhérence de cet outil numérique en tentant de résoudre les problèmes? Quels sont ceux-ci? Et surtout, dans cette communauté, sont-ils prêts à travailler avec ce programme, cette intervention disponible? Ensuite, nous avons community as we roll this application out? And finally, are we evaluating the success and how does the community evaluate the success? Often we're caught up into evaluation processes that are defined by donors or funders, but they may not be the indicators or the measures of success the community has. So we have to begin to bring those two ways of thinking together while we're going through a health equity impact assessment process of looking at potential impacts, looking at effectiveness, looking at mitigation, dissemination, monitoring and evaluation. So that whole piece is going along, which is our traditional impact assessment as we have to interact. And we really feel this needs to be a continual interdigitation as we move through this health equity impact assessment. So not all digital technologies have an equitable impact. Just because it's inanimate doesn't mean that the impact is inanimate. So what are some of the first early steps we can take? Well, what we're going to hear from Clarence is that we need to examine existing platforms and opportunities. We need to agree on what characteristics might contribute to making a person or a population vulnerable to health inequities. And we need to make sure that our digital tool is not having an inequitable impact. There are methods and approaches that we can use to promote an equity lens, and we want to assure you that they're available and that all of us are here to work with you to make sure that as we're developing something or evaluating something, that we can ensure this equity lens. The first approach is we've named Progress, which started in terms of being able to evaluate existing interventions and looking at systematic reviews and re-examining them with a lens for equity. So we're looking at residence, ethnicity, gender, religion, etc. And then we realized we had to add to that to look at particular personal characteristics associated with discrimination or exclusion, features of a relationship, and time-dependent relationships. So all of this has been added in to our evaluation of the evidence, whether it's qualitative or quantitative. But they also can be considered if you're considering a new intervention or program. And this gets us to the health equity impact assessment tool, which is a workbook already that people can access. It was produced by the province of Ontario that Wendy was involved in and I've been involved in over the years. And this really takes a program or a policy and causes you to look at it. So if a digital
intervention as part of embedded in a wider program, or if there's policies that are impacting on this aspect of digital technology and applications, we need to know whether they're going to be equitable, whether they've considered some of these issues. And the health et ces equity thèmes et les impacts d'équité, les outils d'impact d'équité vous permettent de poser ces questions. Donc, nous avons un ensemble d'outils. Nous allons vouloir évaluer l'équité. Et voilà certaines de ces activités maintenant à travers le monde. J'aimerais vous remercier de m'avoir donné cette opportunité de discuter tout cela et nous voulons toujours collaborer. Merci beaucoup. Donc, nous avons développé plusieurs outils d'évaluation et nous voulons les partager et nous sommes prêts à collaborer. Janet, maintenant nous allons avoir une vidéo de la part de notre collègue Clarence Abster de l'Australie. Elle va se présenter. Bonjour, je suis Clarence Baxter de l'Australie. Je travaille dans le domaine technologique. Merci beaucoup aux organisateurs qui m'ont donné l'opportunité de participer à cette discussion de panel, des opportunités d'innovation technologique par rapport à la population. Allons-y. Ma présentation a pour titre les opportunités basées sur les détecteurs, c'est basé sur la recherche. Alors, nous avons plusieurs applications qui vont utiliser des détecteurs intelligents pour les téléphones mobiles, par exemple. Alors, il y a 3 milliards d'appareils mobiles à travers le monde. Il y a plusieurs applis et technologies. On utilise les applis pour étendre la fonctionnalité des appareils. Il y a 4,5 milliards disponibles dans plusieurs magasins comme App Store, Google Store. Cela est né en 2008-2009, par exemple. Depuis ce temps-là, il y a plus de 1 milliard d'applis qui se concentrent sur le bien-être. En 2011, l'OMS a reconnu mHealth en tant que plusieurs instances de santé qui utilisent des appareils numériques. En 2019, l'OMS a révisé le progrès dans ce domaine et nous a mis en garde. On dit qu'il y a une grande prolifération d'outils, il y a une grande diversité, mais nous avons une compréhension limitée de l'impact sur les systèmes de santé et sur le bien-être des gens. Alors, quel est l'impact sur les systèmes de santé et sur le mieux-être des peuples? Finalement, ils ont dit que l'évaluation rigoureuse est nécessaire pour générer les données pour faire la promotion appropriée de l'utilisation de ces technologies. Alors, comment trouver des applications pour la santé efficaces et sécuritaires? À nouveau, il y a plusieurs sites qui peuvent émettre ces applications. Il y a des problèmes de vie privée. Qui va être propriétaire de ces données? Il y a des critiques également. Les étoiles, ça ne démontre pas bien l'efficacité ou la sûreté de ces applications. Alors, où vont les professionnels pour trouver des applications auxquelles on peut faire confiance, qui sont sécuritaires et efficaces? Il y a des sites web à droite. Vous avez des bibliothèques. Parfois, on appelle ça des bibliothèques de santé. Là, il va y avoir des activités d'approbation des applications et on informe les utilisateurs sur la sûreté et l'efficacité de ces applications, ces applis. Alors, c'est dans ce domaine de site de critique que cette recherche se situe. Il y a plusieurs questions de recherche. Si on considère ces bibliothèques d'évaluation, alors est-ce que l'on permet de faire des diagnostics, d'utiliser cela pour la thérapie? Si oui, c'est valable. Concernant les applis identifiées, est-ce que c'est compatible dans plusieurs plateformes, des appareils mobiles pour les utilisateurs? Est-ce que les applications sont utilisées pour la thérapie, pour le diagnostic? Quels détecteurs du téléphone mobile sont employés le plus fréquemment dans ces applications? Quelles sont les conditions de santé répondues par ces applications de santé? Quelles conditions de santé au juste? Et nous avons considéré 1200 applications qui sont disponibles sur 3 sites web de critique ou d'évaluation.
Et nous avons des critères d'inclusion et d'exclusion pour identifier ces applis utilisées par les détecteurs des appareils mobiles. Finalement, nous avons identifié 18 applis parmi les 1200 applis proposées. Et ça veut dire qu'il y a 1 à 3% des applis offertes par ces 3 sites web qui finalement ont été sélectionnés. En termes de disponibilité, multiplateforme, un tiers de ces applis sont disponibles sur les plateformes Apple et Android. 15% des applis se dédient à l'environnement Apple seulement. 11% se dédient seulement à la plateforme Android. La raison d'être de ces 18 applis identifiées, la moitié d'entre elles sont dédiées à la thérapie. Un quart, à peu près, dédié au diagnostic. 29% d'offres combinées pour les infirmières et les fonctions thérapeutiques. Les détecteurs les plus utilisés dans les téléphones sont les caméras, les écrans digitaux. Ça peut être parfois le gyroscope ou le baromètre, et donc les écrans tactiles aussi. Les conditions de santé pour ces applis qui sont utilisées, ça inclut les conditions respiratoires, dermatologiques, neurologiques. Alors, avec la caméra, on peut prendre des photos de la condition de la peau, neurologique, etc. Alors, pour répondre à la question de recherche, oui, les applications de santé active qui utilisent des détecteurs des téléphones mobiles sont offerts. Il y a des sites web d'évaluation. Il y en a combien qui valent vraiment la peine? On en a identifié 18. Seulement un tiers des applis mentionnées sont compatibles sur plusieurs plateformes. Seulement un tiers sont disponibles sur plusieurs plateformes. Alors, est-ce que les applications sont disponibles pour la thérapie ou pour les thérapies, pardon, et pour les diagnostics? La majorité sont pour la thérapie et pour le diagnostic à la fois. Souvent, ce sont les caméras ou les écrans qui sont utilisés, écrans tactiles, et quelles sont les conditions, ça peut être neurologique, conditions dermatologiques, etc. Et en général, l'application est spécialisée. Alors, il y a très peu d'évaluation du risque d'utilisation de ces applis, celles qui utilisent la caméra, par exemple. Les opportunités abondent en termes du nombre d'applications pour la santé en utilisant les appareils mobiles. Et cela ne peut pas exclure les questions d'efficacité et de sûreté, surtout si l'on va distribuer ces applications à grande échelle. Merci beaucoup. Hi, I Bonjour, greet all the panelists and all the audience. bienvenue à tous les panélistes, bienvenue à tous les délégués. Je suis Sandra Hersey. J'ai travaillé en santé publique au gouvernement mexicain. J'ai fait une maîtrise en santé publique à l'Université de Genève et je suis fellow dans le laboratoire de gouvernance à l'Université de Genève. Aujourd'hui, je vais parler de H intégral. C'est une appli pour la santé maternelle. Les défis, c'est la mise en œuvre et l'échelonnage vers le haut. Dividing the presentation in 4 parts. The Il y a alignment 4 parties. L'alignement avec les objectifs de développement durable, l'application elle-même, H intégral, et son déploiement, les défis de mise en œuvre. Alors, la mortalité maternelle est un problème mondial qui a été mentionné dans les objectifs de développement durable. La mortalité maternelle mentionne qu'il y a 295 000 morts maternelles chaque année. Il y a des pays comme le Canada, la Suisse, où il y a
un pourcentage en dessous de 10. Dans d'autres pays, en dessous de 10%. Dans d'autres pays, comparativement au Canada, on parle de 3 fois plus au Mexique et au Brésil. Vous voyez à l'écran le nombre de morts maternelles par pays. Alors, vous voyez qu'en Afrique, c'est beaucoup plus élevé. On parle de 90 000 morts maternelles par rapport au Canada, où il y en a seulement 40. 40 au Canada. Alors, on voit que la majorité de ces morts maternelles peuvent être prévenues avec des systèmes de santé de grande qualité. Alors, c'est un problème de santé publique. Bien entendu, il y a des inégalités dans l'accès aux soins de santé, manque de participation des femmes au système de santé. Également, il y a les professionnels de santé, les gestionnaires qui n'ont pas suffisamment de ressources, qui ne sont pas en mesure d'effectuer leurs tâches quotidiennes correctement, qui ne sont pas bien informés. Il y a les gouvernements et les organisations internationales qui parfois n'ont pas de bons tests de diagnostic pour la prise de décision, où il y a une mauvaise efficacité dans l'utilisation des ressources. Parfois, il y a un manque de communication. C'est unidirectionnel. Parfois, c'est un processus très lent pour avoir un système de soins de santé maternelle à 360 degrés. Nos objectifs sont d'améliorer l'expérience des femmes durant la mise à bas, la naissance, en faisant le suivi de leur santé, améliorer les soins maternels, améliorer la qualité des soins maternels en identifiant les zones d'amélioration. Comment? Grâce à de nouvelles opportunités et une meilleure recherche. Alors, grâce à notre plateforme H intégrale, les femmes font l'expérience et nous avons l'évaluation des hôpitaux sur la même plateforme. H intégrale va analyser ces données et les participer aux utilisateurs. Alors, actuellement, nous sommes en train de finaliser la programmation. Nous avons un projet pilote. Nous avons entendu le ministre de la Santé publique à Querétaro, au Mexique. Nous allons faire un projet pilote à cet endroit. Et suite à cette interaction qui a été essentielle, nous avons été en communication avec le gouvernement mexicain. C'est très important. Nous allons avoir la version finale de l'application et on pourra l'utiliser dans d'autres régions. On pourra le déployer grâce à des partenaires. Alors, les défis principaux pour la mise en œuvre locale. Bien entendu, l'interopérabilité est importante. Il faut qu'il y ait le ministre de la Santé au Mexique, par exemple, qui l'approuve. Il y a également les hôpitaux et les centres de santé. Donc, tout cela, c'est très important par rapport à l'équité. Certaines régions n'ont pas accès à certains services. Et il y a autre chose également, c'est les questions légales éthiques. Nous avons déjà l'autorisation de la part du comité d'éthique de l'État de Guerrero au Mexique. Il y a les questions de protection des données, questions de données personnelles. Et donc, voilà. Troisièmement, comment impliquer les intervenants? Comme je l'ai déjà dit, l'éducation, la conscientisation, c'est essentiel. Nous en sommes au tout début du processus de développement de l'appli. Il faut comprendre les besoins de chaque intervenant, se concentrer sur la santé des femmes. On appelle ça un outil pour les femmes. Alors, nous devons tenir compte du niveau de littératie des femmes qui vont utiliser cette application. Également les barrières culturelles et la littératie. Dans certaines régions, dans certains pays, il y a des défis. À d'autres endroits, ce n'est pas si problématique. Et en termes d'organisation de la santé, dans certaines régions, c'est politiquement correct de parler du renforcement des femmes. Mais dans certains pays, ce n'est pas si facile de parler, de donner plus de pouvoir aux femmes. On veut participer, on veut que les femmes participent, n'est-ce pas? Alors, c'est important de bien comprendre et de respecter les barrières locales ou culturelles. Parfois, on veut tout changer, mais on ne veut rien forcer. Finalement, pour que l'on puisse le déployer, surtout au début du projet, en termes de durabilité, comment allons-nous obtenir des fonds? Ça peut être à partir de subventions, des fonds publics, ça peut être avec des bailleurs de fonds, etc. Ça, ce sera les prochaines étapes. Voilà ce que nous avons tenté de déployer grâce à notre
application H intégrale, nous voulons avoir un outil de santé maternelle qui pourra être localement adapté. Bien entendu, j'ai très hâte de recevoir les questions si vous en avez. Je suis prêt à collaborer et voici mon information de contact à l'écran. N'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup de votre attention. Mark, you can introduce yourself. Marty, vous pouvez vous présenter si vous voulez. Thank you very much. I wanted to thank the panel and Wendy. Merci beaucoup. Je voulais remercier les panélistes. Merci aux participants. Nous reconnaissons notre équipe incroyable de collaborateurs, incluant en Ontario. Je sais que Erin John est à l'écoute actuellement. Elle est sur l'appel et elle est la personne qui est derrière pour l'amélioration de notre application, celle dont je vais parler. Alors, OMAMA, c'est une application de grossesse où l'on peut trouver de l'information de qualité. C'est semblable à la présentation antérieure. On va vous donner un petit peu plus de détails sur l'application en Ontario. Et donc, la prochaine itération, ce sera de répondre aux améliorations de l'application The ability to pour les populations. Alors, on va également l'adapter pour les autres pays dans l'avenir. Un des grands défis, on a entendu, c'était la capacité d'avoir une information précise sur la grossesse. Et ça, c'était vraiment ce qui nous a mené à développer cette application. resource for pregnant people as they went through their Des journey. ressources pour les personnes enceintes pendant leur grossesse. En aucun temps, est-ce que les soins ont changé? Présentement, j'ai plusieurs rôles administratifs comme fournisseur de soins de santé et certaines de nos lignes de service, jusqu'à 70% de nos soins sont virtuels à cause de la COVID. Du côté de la maternité et pour les nouveau-nés, c'est à risque peu élevé, c'est à 50% distance et à haut risque jusqu'à 30%. Alors, c'est très possible de fournir des soins de santé en mode virtuel. Le OMAMA qui a été conçu, c'est ce à quoi il faut, lorsqu'on cherche un accompagnant pour les personnes enceintes, pour l'endroit où elles vont accoucher, les options au niveau de la grossesse, l'une des fonctions. Plusieurs personnes enceintes nous ont donné des commentaires. C'est de pouvoir estimer la grosseur du bébé à chaque étape de la grossesse. C'est complet, c'est accessible, c'est téléchargeable de chez iTunes, de chez Google pour les appareils Android. Et il y a une interface facile d'utilisation. C'est en anglais et en français, qui sont les deux langues officielles de notre pays. Et il y a la possibilité de conserver les photos, les documents. Tout est compris dès qu'une personne s'inscrit sur le site. Alors, ça fournit des informations et des ressources auxquelles on peut s'attendre. Par exemple,
à 11 ou 14 semaines de grossesse, on va avoir un dépistage, on explique ce que c'est, ce que les résultats pourraient donner, comment les interpréter. Les forces de cette application, c'est l'engagement de l'utilisateur dans son design, une approche interdisciplinaire ou multidisciplinaire au niveau médical, des obstétriciens, et ce que ce sont des informations fiables. Ce que nous avons appris depuis que nous avons lancé cela en 2015, c'est important de maintenir les liens à jour parce que ça change, le contenu peut changer, l'information est très dynamique. De s'assurer d'être à jour avec les changements technologiques et d'augmenter les attentes de l'utilisateur aussi. Ce sont toutes des choses que nous considérons dans la mise à niveau de notre application. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? D'habiliter les patients et la démocratisation des soins de santé s'améliore. Cela a vraiment changé la façon de faire pour ceux qui fournissent des soins de santé envers leurs patients. Beaucoup d'informations sur le portail, leur rapport tout le rapport sur toutes les informations dont ils ont besoin, leurs échographies. Alors, alors, les patients peuvent aussi ajouter des informations. Il y a des liens vers le site web. Il y a des alertes aussi pour des patientes qui pourraient être à risque, par exemple pour le diabète. Il y a des dépistages, des interventions. Une autre chose, c'est la diversité et l'inclusion au niveau des langues, le français et l'anglais, bien que le français et l'anglais soient nos langues officielles. Nous avons une communauté arabe aussi, le mandarin, le chinois, en chinois. Et pour l'interface avec cette intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour fournir des avis, etc. Et nous voulons être une source aussi de questions et réponses pour des patientes enceintes pour la suite des choses. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Marc. Et pour nos conférenciers qui ont parlé plus tôt, nous aurons une vidéo maintenant de l'Association internationale d'étudiants en pharmacologie. Alors, la vidéo, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je m'appelle Hira et je suis responsable de la santé. Je suis responsable de l'organisme de santé. Je vais vous parler de l'innovation et la promotion de la santé. La santé numérique, fait partie des technologies numériques pour augmenter l'efficacité de la prestation de services au niveau de la santé. L'utiliser de ces solutions au niveau de la santé peuvent révolutionner la façon dont les gens peuvent avoir accès à des normes élevées de santé pour protéger leur santé et leur mieux-être. APSF et ses partenaires fournissent des plateformes pour tous les étudiants et les professionnels de la santé pour améliorer leurs compétences en santé. En plus de développer des stratégies, l'APSF permet aux étudiants d'acquérir davantage de compétences pour ces changements au niveau technologique. Et cela permet aux étudiants d'avoir de meilleurs contacts avec cette éducation numérique qui est fournie dans la plupart des programmes d'études. Alors, nous avons eu un hackathon plus tôt cette année avec la collaboration de l'IPSF et du bureau Asia-Pacifique et l'Université nationale de Singapour. Le hackathon a amené ensemble 200 étudiants dans le domaine médical et pharmacologie.
Le hackathon ciblait les défis uniques dans la mise en œuvre et la prise en charge au niveau numérique. Ils étaient mentorés par des experts. Il y a eu une série de webinaires par ces experts également. Le hackathon a été une réussite et c'est quelque chose que nous voulons continuer pour le futur. Notre bureau régional européen a démontré comment la santé, cet aspect gagne en réputation en Europe. Nous avons eu la semaine de la pharmacologie au niveau national. Nous avons parlé d'administration, des soins de santé, la santé numérique, des systèmes d'information utilisés pour l'éducation, la santé publique et la gestion des soins de santé. Nous avons exploré les façons dont la santé numérique joue un rôle essentiel dans certains autres secteurs. Ces solutions numériques pourraient réduire les coûts des soins de santé et améliorer l'expérience du patient. C'est en plus des autres solutions qui sont déjà en ligne. Les patients qui peuvent avoir accès à une éducation directement en ligne, cela pourrait améliorer les résultats au niveau des médicaments. Cela pourra encourager l'engagement du patient à l'égard de sa propre santé. Du coup, alors, la Fédération pharmaceutique et le groupe, par une série de webinaires, nous voulons explorer l'accès à la santé d'une perspective pharmacologique. Alors, j'envoie le micro à ma collègue qui peut ajouter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais me présenter. Je m'appelle Amela Byrne. Je suis l'agent de liaison pour les enjeux de santé publique pour l'Association nationale des étudiants en médecine. Je vais ajouter à ce que ma collègue vient de partager dans notre promotion, au niveau de la promotion de la santé, surtout en période de la COVID-19. Je vais vous présenter ma préparation ici. Premièrement, pour commencer, dès que la COVID-19 a commencé, notre fédération, qui représente 1,3 million d'étudiants en médecine de 135 pays, nous voulons et j'aimerais vraiment souligner comment la COVID-19 a ouvert la porte pour utiliser les plateformes technologiques pour combattre la pandémie. Comme ma collègue a dit, nous avons conçu cette réponse après COVID avec beaucoup de solutions numériques qui reliaient nos organisations partout au monde et dans nos efforts de combattre la COVID. Mais aussi, nous avons vu comment la COVID-19 a exposé une pandémie globale de désinformation et nous voulions traiter cela parce que de telles désinformations a amplifié comment la COVID-19 était une menace politique pour la santé publique. Pour le faire, nous avons vu que c'était important d'avoir des partenaires. Donc, nous avons décidé de rentrer en partenariat avec l'OMS et l'UNESCO. Et nous avons fait un sondage auprès des jeunes. Et voici le sondage ou l'enquête. Alors, il y a eu 660 jeunes de partout au monde en collaboration avec 3 réseaux jeunesse. Nous avons découvert que 85% des jeunes vérifiaient avant de partager quoi que ce soit en ligne. S'ils étaient incertains par rapport à l'information qu'ils recevaient par rapport à la pandémie, ils vérifiaient. Et les top 3, c'était l'OMS, les journaux et les nouvelles à la télé. 58% ont indiqué que leur santé mentale était affectée négativement, surtout parce qu'il y avait beaucoup d'informations par rapport à la COVID. Et cela nous a incité à établir une autre collaboration en lien avec ces répercussions sur la santé mentale. Alors, nous avons travaillé avec le département au sein de l'OMS, le PIWIN, qui travaille en situation d'urgence, et nous avons effectué une autre enquête pour cartographier ces mythes. Et avec nous avons
identifié 182 initiatives de 62 pays avec des informations vérifiées dans 48 langues. Nous avons vu comment il y a certaines régions où il y avait davantage d'organismes pour vérifier les informations. Nous avons vu que dans les Amériques et l'Asie du Pacifique avaient un plus haut pourcentage, alors que l'Afrique et le Moyen-Orient, il y avait moins de surveillance et de vérification des informations. Nos données ont démontré que les mythes et les fausses informations ont été diffusées par des personnalités publiques et par les médias sociaux, et cela a engendré le besoin urgent d'habiliter les initiatives nationales et de l'engagement politique pour pouvoir donner davantage de visibilité à la santé numérique pour combattre cette désinformation. Et nous avons décidé de créer nous-mêmes une carte avec Ryerson University. Et sur cette carte, nous avons utilisé tous les organismes qui vérifiaient les faits et nous avons rendu cette information accessible pour ceux qui voudraient vérifier si les informations qu'ils reçoivent par rapport à la COVID est vérifiée ou pas. Vous pouvez trouver cette carte pour toutes les 5 grandes régions et voir quelles organisations vous pourriez utiliser pour vérifier vos faits et dans quelle langue cela disponible. Alors voilà, soyez bien à l'aise de communiquer avec moi pour davantage d'informations par rapport à nos activités. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Sarah Wolf, maintenant directrice de l'initiative autochtone à Grand Challenges Canada. Sarah Wolf. Pour me présenter, je m'appelle Sarah Wolf, je suis Anishinaabe de Ojibwe, de Brunswick House First Nation. Ce sont mes connexions familiales. J'ai des racines Ojibwe et ça fait presque 20 ans que je suis à Toronto, bien que je ne m'identifie pas comme venant de Toronto. J'aimerais reconnaître que je suis sur les territoires traditionnels des Mississauga Credit et j'aimerais reconnaître ces territoires des peuples là où vous vous situez aussi. Mon arrière-plan, du fait que je sois là aujourd'hui, la plupart de ma carrière, j'ai travaillé dans le milieu de la santé. J'ai été infirmière et sage-femme depuis une vingtaine d'années, en travaillant au niveau de la santé périnatale avec des familles autochtones dans le contexte canadien. J'ai travaillé dans des centres urbains à Toronto et au Royaume-Uni, à London. Mais aussi, j'ai travaillé dans des communautés très isolées aussi, surtout dans le nord-ouest de l'Ontario et dans la région de la baie James, la baie d'Hudson, pour fournir des soins infirmiers dans des communautés qui n'ont pas beaucoup d'accès à des services de santé ou doivent se rendre en avion, n'ont pas beaucoup de services technologiques et encore moins des connexions à beaucoup d'éducation auxquelles la plupart des Canadiens ont accès. À l'heure actuelle, mon travail en tant que directrice de l'initiative autochtone ici, Grand Challenges Canada, c'est une plateforme d'initiative, d'innovation. Peut-être que vous êtes au courant, mais nous travaillons au niveau du développement national où nous travaillons avec les gens qui doivent faire face à ces défis. Nous offrons des bourses et là où les gens peuvent avoir un plus grand impact. Ils travaillent dans la santé holistique, mais dans d'autres volets aussi, incluant le développement d'un volet humanitaire pour faire avancer l'innovation pour des gens qui vivent en situation de conflit. Mais moi, je m'occupe de l'initiative autochtone. C'est assez nouveau. Alors, nous travaillons pour avoir du soutien, du financement et des ressources pour des innovateurs autochtones
qui ont des idées pour régler les défis sociaux et économiques que nous avons dans nos communautés autochtones au Canada. Et nous savons que les Autochtones ont beaucoup de bonnes idées. Ils ont des idées d'innovation d'une perspective très unique. Ce n'est pas juste quelque chose qui est nouveau, qui est technologique pour soutenir les Autochtones. Qu'ils recherchent nos anciennes valeurs, nos enseignements, nos pratiques, nos connaissances et apporter toutes ces choses dans un nouveau contexte. Voilà ce qu'est l'innovation pour nous. Alors, les Autochtones de par le monde sont innovateurs. Ça fait partie de nos valeurs. Ça a toujours fait partie de notre existence sur l'île de la Tortue et partout dans le monde. Nous avons toujours su comment innover avant le contact et pendant et après le contact. Encore une fois, j'espère ne pas trop me répéter avec mes autres collègues. J'aimerais mentionner 3 éléments essentiels lorsqu'on parle des opportunités. J'aimerais mettre l'accent non seulement pas tant sur les défis que sur les opportunités d'une perspective autochtone sur des terres autochtones. Quelles sont les opportunités pour l'innovation numérique? Et les 3 composantes et les opportunités en lien avec l'accès pour des formations de santé publique. L'idée, j'aimerais aussi mentionner les rôles communautaires de ma perspective. La COVID nous a vraiment démontré au niveau mondial que les écarts et les défis dans notre société ont eu des impacts disproportionnés. Et plusieurs des gains que nous avions eus comme société pour créer une société avec des opportunités égales pour que les gens puissent atteindre leur plein potentiel a été vraiment relégué à l'arrière-plan à cause de la COVID. Et nous avons aussi vu des opportunités pour que nous puissions commencer à réfléchir de façon différente et utiliser les transformation numérique comme une opportunité pour égaler justement ces écarts et ces différences pour que nous puissions regagner ces gains que nous avions jusqu'à ce que cette pandémie arrive. Et en particulier, nous mettons l'accent sur ces populations qui n'ont pas eu assez de services jusqu'à date. Je crois que l'opportunité d'améliorer la transmission de l'information au niveau de la santé, c'est tellement important. Beaucoup d'informations par rapport à la santé publique, on se fiait à des professionnels de la santé de le faire. Mais avec la révolution numérique, c'est de s'assurer que cette information soit pertinente à la culture des communautés, que ce soit authentique, fiable, mais aussi pertinente. Parfois, nous appliquons des informations de mur à mur, mais avec la technologie, nous avons l'opportunité maintenant de faire en sorte que ce contenu soit beaucoup plus pertinent pour les communautés que nous desservons. L'idée de l'intelligence artificielle et des avancements dans l'IA, nous devons faire très attention à cet égard, mais il y a une opportunité d'être intentionnel par rapport à l'IA au niveau des métriques et de la façon dont nous pouvons l'utiliser pour que nous puissions réduire ces écarts pour les populations où il manque de services qui n'ont pas ce même accès. L'autre opportunité que je vois, basée sur le travail que j'ai fait, en travaillant avec les populations vulnérables dans un contexte urbain, c'est d'être en mesure de soutenir les membres des communautés qui ont besoin d'accès aux services en les amenant dans le système de santé. Et il y a une façon ici de le faire pour aider à bâtir des ponts pour cette transition au bon moment et au bon endroit. Et encore une fois, de traiter cela d'une perspective de l'équité, comme Janet le mentionnait. Alors, j'ai entendu Janice, j'ai pu l'écouter par rapport à l'établissement d'un tel pont, d'approcher cela d'une perspective d'équité, d'une perspective d'analyse de cette équité. Pour ce qui est du contrôle, je crois que c'est vraiment important d'en parler. La communauté, la population, comment les gens peuvent utiliser et contrôler leur technologie. Et si on parle de principes autochtones,
par rapport à la réciprocité, par exemple. De quelle façon pouvons-nous penser au-delà de l'échange de l'information et de le voir comme une relation de réciprocité, où il y a un échange pour des bénéfices mutuels, où nous pouvons tous grandir et apprendre et de l'améliorer pour la génération qui suivra. Mais en plus, pour y arriver, nous devons faire en sorte que tous les gens y participent dans le développement de tout ça. Que les communautés que nous voulons desservir soient impliquées dans le développement de la technologie, le développement du contenu et le développement de la diffusion de cette information. C'est une opportunité de développement économique aussi pour les communautés que nous voulons desservir, plutôt que d'arriver avec un nouveau produit qui va aider tout le monde. Nous devons travailler de la perspective de mettre la communauté en premier, alors de se lancer là-dedans. C'est comment faire en sorte que ces technologies soient centrées sur les personnes, une approche centrée sur la personne pour pouvoir établir quelles sont leurs priorités et leurs besoins. Nous pourrions créer une espèce de plan de vie pour les consommateurs, pour qu'ils puissent considérer leur plan de vie à partir de l'enfance ou même à partir de la grossesse jusqu'à la fin de vie. Et nous pouvons commencer à créer ces trajectoires et de même penser encore plus loin en établissant où nous pouvons intégrer des objectifs, des buts, des incitatifs basés sur les priorités et les besoins des utilisateurs. Mais pour y arriver, nous devons approcher les communautés elles-mêmes pour établir quelles sont ces priorités. Elles doivent identifier quels sont leurs besoins. Alors, ça commence vraiment avec des défis identifiés et définis par les communautés pour qu'elles puissent identifier ces écarts et ces priorités et de pouvoir raconter ces histoires d'impact. Alors voilà ce que je voulais souligner. La communauté doit être impliquée dès le début, mais aussi une implication continue pendant toutes les étapes et à tous les niveaux, à partir des prises de décision jusqu'à l'interface et l'utilisateur en bout de ligne, pour nous assurer que la communauté a le contrôle des données, détient le contrôle des informations de santé et ce qu'on en fait. Alors, l'accès doit considérer bien au-delà du cadre, des cadres dont nous avons parlé. On a parlé de la perspective de l'équité, mais même au Canada, lorsqu'on parle de l'accès à ces innovations, nous devons aussi réfléchir à peut-être du fait que même le matériel informatique n'existe même pas, parce qu'il y a des communautés qui n'ont même pas accès à l'Internet, au Wi-Fi, à une bande passante. Mais cela change, il y a des changements, des modifications, mais nous devons établir un équilibre par rapport à ces écarts dans les régions pour que nous puissions créer une société plus juste. Il y a eu beaucoup de gains, il y a eu des défis, il y a eu des choses qui ont été reléguées en arrière-plan, mais il y a eu beaucoup de choses que nous avons apprises aussi par rapport à la technologie numérique. Et c'est très différent maintenant dans un contexte de prestation de services de santé. Et il y a vraiment de très bonnes opportunités pour un environnement post-COVID plus égalitaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Nous avons reçu une question de nos participants que j'aimerais poser avant de terminer et d'offrir une invitation à tous nos auditeurs. Pour les langues, nous avons entendu nos gens qui ont parlé. On a parlé de personnes enceintes et nous voulons, avec la célébration de soins au niveau de grossesse, nous allons entendre le terme par rapport aux soins à la grossesse. Nous parlons de personnes enceintes pour accueillir toutes les personnes de différents genres et non binaires. Ces termes
seront utilisés pour définir les familles et toutes sortes de corps, de couleurs et diversité dans les populations qui contribueront au dialogue sur la grossesse. Alors, avec cela, j'aimerais remercier nos orateurs et j'aimerais demander à nos participants de demeurer impliqués. Alors, nous parlons de la promotion de la santé ici, ainsi que la Société canadienne pour la santé internationale et mondiale. Nous voulons nous assurer que ce dialogue demeure toujours courant avec ceux qui sont intéressés à l'innovation numérique partout dans le monde. J'aimerais vous inviter à vous rendre au forum où il y a un groupe de clavardage pour les utilisateurs. Alors, nous aimerions demeurer en contact avec vous si le développement du numérique vous intéresse. Pour nos forums à venir. Alors, indiquez votre intérêt pour que nous puissions garder contact avec vous. Merci à vous tous. Bonne journée et bon après-midi pour le reste de la conférence.